Épisode 5. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast consacré au digital. Aujourd'hui, nous allons parler de la personnalisation, la clé d'une expérience client réussie. Avec moi pour en parler, deux experts du digital que j'hésite à vous représenter à nouveau. Pour la bonne forme, allons-y. À droite, Alexandre Guittard, digital évangéliste. Bonjour. Et Olivier Cuvelier, business developer, key account executive et digital stratégiste. Bonjour. Olivier, toi qui mets en place des stratégies digitales chez tes clients depuis plus de 15 ans, quel est le secret d'une bonne personnalisation? Ce qui va faire en sorte que le client vive une expérience unique. Alors avant de parler de bonne personnalisation, je vais préciser les types de personnalisation qu'on peut faire sur une plateforme digitale. Alors la première personnalisation n'est pas forcément une personnalisation en tant que telle, mais certains l'utilisent comme telle, c'est l'A/B testing qui permet de proposer une version A d'une page à certains types d'utilisateurs, donc à certains utilisateurs basés sur une localisation géographique ou une langue, une propriété de masse, et une version B à l'autre partie d'utilisateurs qui viendrait sur la plateforme. Ensuite, nous avons une personnalisation de contenu qui, elle, peut s'appliquer sur une page entière. Donc, je propose la page A ou la page B ou une autre page à des utilisateurs ou je personnalise une partie de contenu de ma page. À cela, il faut ajouter des notions de règles. Donc, maintenant que j'ai défini des types de personnalisation, je dois savoir comment j'applique une version A, une version B, une version C. Et là, je vais créer des règles et ces règles peuvent être basées sur deux critères, donc des critères comportementaux, c'est-à-dire la fréquence de fréquentation d'une plateforme digitale de quelqu'un, les pages qu'il vient voir. Et ensuite, on a des règles qui sont basées sur des caractéristiques utilisateurs, qui sont son âge, sa situation géographique ou ce qu'on connaît de lui par rapport à des achats qu'il aurait déjà fait, des pages qu'il vient souvent voir sur le site ou des centres d'intérêt qu'on a identifiés chez lui. Très bien, donc là tu nous parles de règles, de critères. Est-ce qu'il y a un moyen simple de gérer ceci? Alors oui, il y a un moyen qui est très simple et qui est bien connu des digital marketers aujourd'hui, qui est en fait les personas. Donc en fait, la possibilité de créer un persona dans une plateforme est très utile. Alors déjà, on va commencer par savoir, en fait, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un persona. Un persona, en fait, c'est un profil d'utilisateur ou un profil de visiteur qui va être basé sur plusieurs types de critères. Comment on va définir ce profil-là? On va utiliser les fameuses règles qu'Olivier nous a expliquées, qui vont nous permettre de pouvoir en fait regarder les différentes analytics, différents contenus et pouvoir créer directement donc une interaction personnalisée basée sur certains critères. Donc par exemple, ce qui est intéressant à savoir, c'est que une personne peut être dans deux types de personas. Par exemple, moi, la semaine, je vais être plutôt en voyage, donc je suis dans un profil plutôt B2B, et le week-end, plutôt B2C. Donc, en fait, le challenge pour le marketeur, ça va être de pouvoir, en fait, définir quand est-ce que je vais être en B2B, quand est-ce que je vais être en B2C, et surtout, quand je vais être dans un profil B2C ou B2B, pour me pousser le bon contenu. Et donc ça, c'est très important aussi d'avoir une plateforme qui permet de détecter, de pouvoir analyser et de pouvoir également être capable de savoir où est-ce que je vais me trouver pour augmenter ma conversion et augmenter en fait je dirais, mon intérêt par rapport au site. Il y a quelque chose que tu as dit par rapport au voyage. Si on prend un site d'hôtel, par exemple, on remarque qu'on a deux personnages différents. Donc, si je suis derrière mon desktop pendant la journée, c'est que je suis peut-être en train de regarder pour un hôtel pendant les vacances qui auront lieu dans 3-4 mois avec la famille. Par contre, si je suis sur un site d'hôtel avec mon mobile et qu'il est 20 heures, c'est peut-être que je suis dans la ville en train de chercher une chambre pour ce soir. Et donc là, je vais proposer du contenu qui est séparé sur le site. Donc, je vais plutôt proposer des chambres familiales, etc. si je viens de la journée. Et pour le soir, je vais directement afficher si j'ai une chambre de libre, à quel prix. Et tout près de l'utilisateur si possible. Ce qui est important aussi dans la personnalisation, c'est qu'elle soit bien faite. Et ça, c'est aussi à garder à l'esprit. C'est-à-dire qu'une personnalisation qui va fonctionner va augmenter la conversion. Une personnalisation qui va être, je dirais, faite avec de mauvaises règles ou en tout cas une mauvaise donnée, va également faire fuir le visiteur parce qu'on va lui proposer un contenu qui ne lui correspond pas du tout. Et donc pour ça, il est important d'utiliser en fait de la prévisualisation, donc des tests qui font partie également des plateformes ou des plateformes externes, qui vont être capables de pouvoir, pour un persona, visualiser le contenu que je souhaite lui proposer. Et comme ça, je vais pouvoir vérifier que les règles que j'ai mises en place basées sur les données que j'ai déjà dans ma plateforme correspondent parfaitement à l'utilisateur et au visiteur.
Maintenant que tous les deux, vous avez posé les notions de base de la personnalisation, je reviens à ma première question, qui était de savoir qu'est-ce qu'une bonne personnalisation, Olivier? Alors, je vais encore juste définir une notion avant et je définis après. C'est une personnalisation de canal. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les utilisateurs aimaient discuter avec une marque selon les canaux qu'ils utilisent en fait dans le privé. Et ça s'applique surtout à des fonctions de support. Donc, on a remarqué par exemple qu'un utilisateur qui pouvait utiliser WhatsApp pour poser des questions de support à une société, même si le message qui lui revient ou si la compagnie n'est pas capable de répondre à 100% à ses problèmes ou à ses questions, la perception est beaucoup plus favorable chez l'utilisateur parce qu'il utilisait un canal qu'il avait l'habitude d'utiliser. Et donc, tout ça rentre directement par rapport à ta question, justement, qu'est-ce qu'une bonne personnalisation? C'est quelque chose qui permet d'avoir un bon sentiment de satisfaction par rapport à son expérience, savoir qu'on est reconnu, savoir que la société à laquelle on s'adresse nous a reconnu et identifié nos besoins, qu'elle a identifié toutes les actions qu'on avait déjà faites avec elle, et donc on n'est pas un inconnu comme un autre, vu qu'on a déjà un passif, un historique avec ces sociétés. Donc, une bonne personnalisation va faire en sorte que son NPS score, en fait, va augmenter dans la société. Oui. Je vais justement, pour les novices peut-être, identifier qu'est-ce que le NPS, donc le Net Promoter Score. Aujourd'hui, c'est un indicateur incontournable pour toute société pour mesurer la satisfaction du client et savoir en fait si leur famille, leurs amis, leurs proches, en bref, recommanderaient cette marque. Et donc, une fois vos conseils en poche, on peut y aller franco. Alors, je dirais, c'est bien de vouloir y aller, c'est très important, mais il faut garder certaines choses à l'esprit. Donc la personnalisation, déjà, doit être réfléchie et structurée avant d'être mise en place. C'est important, en fait, pour un éditeur de contenu ou un marketeur, de pouvoir, en fait, se mettre derrière son PC, de pouvoir regarder les différentes datas qu'il a en place et créer du contenu, et ce contenu doit être personnalisé. Et donc, pour ça, il faut passer par une stratégie de contenu. Et cette stratégie de contenu va être discutée en interne avec les différents stakeholders, les différents intervenants sur le projet pour être lancée et mis en place pour la société. Justement, quelles sont les questions à se poser pour définir sa stratégie? La Olivier. première chose, c'est quels sont les buts qu'on veut atteindre avec sa personnalisation. Donc, est-ce qu'on va atteindre une meilleure conversion? Est-ce qu'on va augmenter le NPS score? Donc ça, c'est le premier but. On parlait d'A/B testing aussi. Et l'A/B testing, c'est finalement quelle page ou quelle fonctionnalité fonctionne mieux qu'une autre. Ou parfois, avec l'A/B testing, on remarque qu'un bouton rouge fait en sorte qu'on met plus de choses dans le panier qu'un bouton jaune. Mais là, on parle vraiment d'un KPI qui est plus un KPI au niveau du CLV, donc Customer Lifetime Value. Donc, qu'est-ce qu'un client va consommer chez nous et quelle est la valeur d'un client pour la société. Une fois qu'on a défini ces KPI et sa stratégie, là, on va pouvoir aller vers des règles en fait qu'on va appliquer, donc la définition des règles. Et donc, quelles données j'ai besoin pour appliquer ces règles? Comme disait Alexandre, il est capital de collecter des données sur l'utilisateur. Et donc, une fois qu'on a défini des règles, il faut aussi collecter les données qui vont permettre d'appliquer les règles. Et troisièmement, et ça c'est très coûteux pour une société, c'est le contenu qu'il va falloir mettre en place. Donc, si on veut personnaliser, il faut créer du contenu. Et dans un pays comme la Belgique, on a par exemple déjà 3 langues. Et donc 3 contenus différents pour une même page ou pour un même contenu. Et donc si à ça on ajoute des règles de personnalisation, le type de contenu à produire est facilement exponentiel. Imaginons que j'ai juste 3 règles de personnalisation pour un encart de ma homepage, ça fait déjà 9 contenus à créer plutôt que 1. Et donc il faut aussi avoir une certaine puissance, une certaine taille de département qui va pouvoir créer ce contenu, le mettre à jour, l'identifier, l'appliquer à certaines personas, à certaines règles. Et surtout, comme disait Alexandre, après, il faut aussi pouvoir prévisualiser le parcours d'un certain utilisateur, d'un certain persona, selon justement sa langue et les règles qui lui sont appliquées. Oui. Donc, tu nous dis qu'une petite entreprise ne pourrait pas faire de personnalisation? Je suis en train de... Justement, c'est pour ça qu'ils ont défini bien sa stratégie au départ. Il faut avancer pas à pas justement sur la personnalisation plutôt que voir grand directement. Donc, il faut se donner des buts, se donner des KPI, s'assurer qu'on peut les mesurer. Et avancer pas à pas. Donc, ça sert à rien de personnaliser l'entièreté du site, l'entièreté de page, l'entièreté des contenus. Identifier quel contenu on va personnaliser en premier. Alexandre avait dit des personas. On va identifier les personas sur lesquels il faut agir. Quand je parle d'un e-commerce, par exemple, on sait que parfois 10% des gens, c'est ceux qui en fait dépensent, qui font 90% du revenu d'une société. Donc, on va d'abord agir sur ce persona-là. Et on va essayer d'identifier et de personnaliser du contenu pour eux. Et donc, voilà, pour rapport à une petite société, je dirais qu'il faut pas voir grand, il faut se mettre un objectif et y aller pas à pas. Très bien. Et je rajouterais rapidement par rapport aux données, parce que ce que
une société, qu'elle soit petite ou grande, ce qu'elle doit déjà avoir en tête, c'est collecter de la donnée. Parce qu'en fait, souvent, on se dit, ouais, bah, tiens, on va mettre une stratégie digitale en place, on va mettre de la personnalisation, mais sur quel type de données? Il y a des sociétés qui recueillent aucune donnée, ou en tout cas, on dit, oui, aujourd'hui, on a Google Analytics. Mais Google Analytics, c'est une première phase d'analyse, mais pas du tout précise pour mettre en place ce genre de données. Donc, il faut vraiment avoir une plateforme qui est capable de pouvoir récupérer de la donnée, basée en fait sur des cookies, basée sur du tracking au niveau du site. Ensuite, tout va être stocké dans une base de données. On doit avoir également la possibilité d'exploiter ces données pour pouvoir analyser la donnée, définir sa stratégie, définir les personas, définir les contenus et également définir les canaux. Parce qu'en fait, basé sur le trafic, on va avoir aussi un canal, par exemple, primordial d'investissement. Par exemple, une société va avoir, par exemple, les réseaux sociaux qui vont arriver avant le canal web. Et ça, si elle n'a pas les analytics, elle n'a pas les données, elle ne peut pas le savoir. Et donc, elle va en fait avoir un manque de conversion, ou en tout cas, elle va manquer des parts de marché. C'est très clair et je pense d'ailleurs que je vais mettre ce point en premier point dans mes key takeaways. Donc, collecter les données utilisateurs pour créer des personas, définir une stratégie de contenu et personnalisation selon vos besoins et mettre des règles en place afin de pouvoir proposer du contenu personnalisé et ainsi toucher votre cible et augmenter naturellement votre conversion. J'espère que ce podcast a répondu à vos attentes. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci Olivier, merci Alexandre. Merci Stéphanie. Bonne journée à tous. Bonne journée.